très heureux de vous retrouver donc, pour cette quatrième séance du séminaire annuel de l'Institut d'études lévinassiennes. Quelques rappels des activités de l'Institut. Tout d'abord, donc, je signale encore une fois l'apparition du numéro 14 des cahiers de l'Institut d'études lévinassiennes portant sur la guerre qui avait eu lieu il y a 3 ans maintenant. Toujours en librairie se trouve l'épreuve du collectif de Gilles Anus, ainsi que la traduction par René Lévy d'Avotte et de ses commentaires. Pour les prochaines séances, nous aurons l'occasion d'écouter le mercredi 22 mars au Centre Edmond-Flegg René Lévy, dont l'intervention portera sur l'ascension d'Hitler de la peur à l'allégresse. Le mercredi 26 avril, Gilles Anus parlera donc des variations sur la peur à partir de Lévinas au Centre Edmond-Flegg. Le jeudi 11 mai, Pierre Quay proposera également une intervention, donc la deuxième de l'année, des réflexions critiques et philosophiques sur le statut des sciences sociales à l'Université de Chicago. Fin mai devrait avoir lieu l'intervention de Johann Chapoutot à Chicago même sur la peur dans la vision du monde national-socialiste. Le jeudi 8 juin se tiendra le grand entretien avec Gérard Weichmann, également à Chicago. Et enfin, le jeudi 22 juin, René Lévy clôturera le séminaire par une intervention sur la terreur religieuse, également au Centre Edmond-Flegg. Sur la peur, Lévinas écrit dans Totalité infinie la chose suivante. La distance à l'égard de l'élément auquel le moi est livré ne le menace dans sa demeure que dans l'avenir. Le présent n'est pour le moment que la conscience du danger, la peur, sentiment par excellence. La séance précédente avait été assurée par Pierre Quay et portait sur les rapports de la morale et du temps dans la tradition stoïcienne. Pierre Quay développait notamment l'idée que la peur, comme rapport à l'avenir, est une passion déterminée par notre rapport non maîtrisé au temps, d'un temps envisagé comme fuite, temps qui court sans cesse. Maîtriser la peur, purifier nos passions, revient donc à neutraliser l'attente, à maîtriser le temps en dilatant le présent, en le fixant, en donnant au temps son assise dans le présent. Morale du courage, l'action dans le stoïcisme se donne pour tâche moins de transformer le réel que de l'endurer, de nous préserver du désordre que le réel nous inflige. Si la morale stoïcienne consiste à être en harmonie avec soi-même, ce rapport à soi passe donc par un autre rapport au temps, pensé comme temporalisation, c'est-à-dire comme construction de l'esprit. En ce sens, on peut dire que dans la tradition stoïcienne, la peur a une valeur exclusivement négative. Ce soir, nous avons le plaisir d'écouter Jean-Claude Milner, linguiste de renom, philosophe, directeur du Collège international de philosophie de 1998 à 2001, intervenant régulièrement à l'Institut d'études lévinassiennes. Jean-Claude Milner se singularise par l'étonnement que chacune de ses productions ne cesse de susciter dans ce qui tient encore lieu, mais Jean-Claude Milner sans doute me le contesterait, de vie intellectuelle en France. Il serait juste de dire de Jean-Claude Milner qu'il est un penseur qui fait événement, en ceci que l'événement survient toujours de façon imprévisible, mais aussi penseur de l'événement par son attention portée aux détails, ces particules de signification qui constituent le monde, attention aux détails qui éclairent d'un jour nouveau les totalités discursives qu'il fait voler en éclats. Jean-Claude Milner se singularise aussi par une parole dans le déploiement de laquelle un événement de pensée advient, parole dont les traits saillants sont la clarté et la distinction, chères à Descartes. Ce soir, Jean-Claude Milner nous fait l'honneur de parler de la séquence révolutionnaire qui a pris pour nom terreur. Une terreur qui se nomme, tel est le titre de son intervention. Elle fait suite à l'apparition récente de Relire la Révolution aux éditions Verdier. Une génération se constitue parce qu'elle a éprouvé des événements décisifs. Certains sont politiques, d'autres intellectuels.
Avec ce livre, Jean-Claude Milner nous oblige à nous positionner comme toute génération, soit dans un rapport de filiation, soit dans un rapport de rupture. En 1989, on célébrait le bicentenaire de la Révolution. Et peut-être déjà cette relecture était-elle une forme d'occultation. Relire la Révolution aujourd'hui, c'est interroger les mythes qui se présentent à nous comme des évidences, et c'est permettre, peut-être, de réaliser que nous avons changé de période. Que reste-t-il pour nous, et à la veille d'une élection, de l'idéal de la Révolution? Je vous remercie. Une terreur qui se nomme, une terreur qui dit son nom, c'est effectivement de cette manière que, spontanément, nous pensons la terreur avec un T majuscule, c'est-à-dire, en vérité, une période de la Révolution française que l'on date à peu près du septembre 1793, moment où on déclare la terreur à l'ordre du jour. Je reviendrai sur cette expression. Et Thermidor en deux, c'est-à-dire juillet 1794, où Robespierre est guillotiné, les robespierristes sont guillotinés, mais il faut le souligner, la terreur ne s'achève pas complètement, puisque les jours suivants, la chute de Robespierre, il y a une suite d'exécutions. Et qu'en province, ce qu'on a appelé la réaction thermidorienne s'est poursuivie sur plusieurs semaines. Donc la terreur avec un grand T, la terreur qui dit son nom, c'est une période. Mais en vérité, cette période n'a jamais été, par ses acteurs, considérée comme une période. La notion de début et de fin n'avait pas de sens pour eux. Lorsque la terreur est mise à l'ordre du jour, et en fait elle n'est pas mise à l'ordre du jour sous la forme d'une décision qui serait un décret, une loi, disant désormais la terreur est mise à l'ordre du jour. Non, c'est une série de décisions, de décrets, de lois où le mot terreur n'apparaît pas forcément. Dire que la terreur est à l'ordre du jour, c'est en fait dire que les orateurs révolutionnaires vont parler de la terreur, mais de la terreur comme passion de l'âme, ou comme conduite. Je reviendrai sur cette distinction. En tout cas, la terreur avec un petit t. Ils diront que la terreur que l'ennemi répand sur la nation appelle de la part de la nation une réponse qui fasse planer la terreur sur l'ennemi. C'est donc, quand je dis que la terreur dit son nom, ça n'est pas le nom que nous employons. Ce qui est dans notre bouche quasiment le nom propre d'une période, limitée dans le temps, caractérisée par le tribunal révolutionnaire, par la guillotine, et un certain nombre de violences du type les noyades de Nantes ou les fusillades, les canonnades de Lyon. Cet usage de la terreur
avec un grand T pour désigner une période est un usage moderne, ou plus exactement, du XIXe siècle, et qui est en réalité toujours employé par les historiens qui font naître cette appellation, qui est toujours employée de manière péjorative. C'est peu à peu, et sans doute sous l'influence de ce que j'appelle la croyance révolutionnaire, que le nom propre d'une période, la terreur avec un grand T, va se disjoindre d'une condamnation. Les premiers historiens qui parlent de la terreur pour désigner avec un T majuscule, c'est pour d'avance entraîner le lecteur vers une condamnation de la période dont il parle. Et peu à peu, vont apparaître des emplois sous la plume des historiens qui seront des emplois neutres ou même positifs. La question que la croyance révolutionnaire va commencer de poser, à partir du moment où elle se constitue, et elle va solliciter les historiens, c'est la question suivante. Dans l'héritage de la Révolution française, la croyance révolutionnaire doit-elle assumer cette période-là, qu'on appelle la terreur? Et l'ayant assumée, évidemment, cela veut dire que les actes qui caractérisent cette période et qui justifient qu'on l'appelle la terreur, donc des actes qui sont en quelque sorte porteurs de cette passion de l'âme qu'on appelle la terreur, est-ce que ces actes, faisant partie de l'héritage de la Révolution française, étant assumés par ceux qui se pensent comme héritiers de la Révolution française, sont des actes que, dans l'avenir, des révolutionnaires pourront prendre comme exemple. Et c'est évidemment un grand déplacement dans la pensée historique, mais aussi dans la pensée politique, que de passer de la position de condamnation globale de la période de la terreur à non seulement l'acceptation, mais même la revendication, qui va se résumer par exemple sous la plume de Mao Tse-tung, la révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas avec la même douceur, la même politesse, etc. Ça veut dire quoi? Cela veut dire, bien que Mao Tse-tung ne parle pas de la Révolution française à ce moment-là, il n'en parle pratiquement jamais, je n'ai pas trouvé de passage clair, univoque sur ce point. Et ce que ça veut dire, c'est que la Révolution française, en ayant osé la terreur, en ayant osé l'ensemble des actes qui vont faire que la période où il se déroule va être appelée ultérieurement la période de la terreur, avec un grand T, ces actes-là font partie inhérente de toute révolution. C'est un grand déplacement, je le répète, puisque jusqu'à une date relativement avancée dans le XIXe siècle, vous avez des héritiers de la Révolution qui assument l'héritage de la Révolution, moins la terreur. Si dans les rues de Paris, vous n'avez pas de rue Robespierre, vous n'avez pas de place Robespierre, vous n'avez pas de statue de Robespierre, et vous avez une place Danton et une statue de Danton,
c'est parce que le conseil municipal de Paris, qui était républicain, se percevait comme héritier de la Révolution, moins la terreur. Il n'a jamais été question, à la période, je parle des périodes où être républicain ou anti-républicain était important, et Paris a été un conseil municipal qui s'est affirmé comme républicain, qui a construit ces grandes mairies qui sont des palais de la République avec des places assez majestueuses. Il n'a jamais été question de marquer d'une manière honorifique les lieux d'exécution qu'étaient la place de la Concorde ou la place du trône renversé, qui est la place de la Nation. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie de l'héritage assumé. Ça a beaucoup changé après, sous l'influence du marxisme, et bien entendu sous l'influence de l'exemple de la Révolution soviétique, où le terme de terreur n'est pas employé apparemment n'est pas employé en français. Je veux dire, le mot français n'est pas employé par les politiques soviétiques, mais l'équivalent, faire que la révolution se fasse craindre, que la révolution soviétique se fasse craindre, à l'intérieur et à l'extérieur, est une thématique qui revient de manière répétée. La Tchéka a été une des premières institutions qui ont été fondées par la révolution soviétique, et le premier dirigeant de la Tchéka, qui s'appelait Dzerzhinsky, disait ouvertement que son rôle était d'être le fouet de la révolution qui s'abattrait sur les épaules, ce fouet qui s'abattrait sur les épaules des ennemis de la révolution. Donc la thématique de la terreur est présente, même si le nom lui-même n'est pas repris, en tout cas pas sous sa forme française. On trouve des équivalents en russe, bien entendu, mais en sens inverse, le mot de terreur apparaît chargé à nouveau de connotations péjoratives lorsque l'on parle de la révolution soviétique et de la terreur stalinienne, où le même mot terreur va retrouver exactement l'inverse de l'interprétation positive qu'elle avait reçue, que ce mot avait reçu de la part des soviétiques, des révolutionnaires soviétiques. Il y a donc une histoire de déplacement autour de ce mot. Pour les acteurs de la Révolution, et c'est à partir d'eux que je parlerai maintenant, la terreur n'existe pas comme nom de période. Ce n'est pas un nom spécifique d'une période, c'est un nom commun qui désigne une certaine passion de l'âme. Le mot lui-même n'est pas sans importance dans la mesure où on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas employé, par exemple, le mot peur. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot terreur qui lui justifie qu'on l'emploie dans un contexte politique accompagné de la volonté de mettre la terreur à l'ordre du jour, puisque c'est cela le thème qui, en quelque sorte, scande la période que l'on appelle la terreur.
au point de départ, il s'agit d'un retournement. Les ennemis de la Révolution répandent la terreur. Il faut que la Révolution réponde en répandant la terreur chez ses ennemis. D'emblée, il y a deux aspects, qui est parfois présenté comme une équivoque, mais à mon avis, ce n'est pas une équivoque, c'est en fait un double pente de la notion de terreur. Il y a deux aspects, c'est qu'en répondant à la terreur que répand l'ennemi, la terreur peut apparaître comme un châtiment, le châtiment implacable des crimes commis contre la Révolution. C'est donc ce qu'on pourrait appeler le versant de la justice, et qui s'exprimera par un appareil judiciaire qui va à terme être le tribunal révolutionnaire. Et l'autre aspect, c'est la terreur comme moyen non pas de châtier, mais de prévenir la possibilité que la terreur se déploie en empêchant l'ennemi d'agir de façon à répondre à la terreur. C'est-à-dire on prévient l'explosion de la terreur, et cela, ça n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire de politique. Autrement dit, il y a un versant de justice qui va donner lieu à à des institutions judiciaires, et il y a un deuxième versant qui est un versant politique où la terreur consiste à prendre des mesures, des décrets, des lois, l'ensemble des outils politiques dont les institutions politiques disposent, de telle façon que l'ennemi va être d'avance mis dans l'impossibilité de répandre la terreur. Pourquoi ce mot? Il y a, à mon avis, un premier élément de réponse. La question que je vais poser, je vais lui apporter des réponses successives, qui correspondront à une évolution dans le travail que nous faisons ensemble. La première source possible, c'est que c'est un terme juridique. C'est un terme juridique, et je n'ai pas besoin de vous rappeler que beaucoup de révolutionnaires sont des avocats qui ont une formation complète de juristes, et ils savent très bien que selon les jurisconsultes romains, la notion de territoire, territorium, est définie par le jus terrandi, le droit de faire régner la terreur. Autrement dit, un magistrat a un territoire si ses fonctions lui donnent le droit légitime d'exercer la terreur dans cet espace géographique. Donc, par exemple, un préfet, prenons le cas du préfet français, il a le droit, on dira un jurisconsulte romain, il a le droit d'exercer la terreur, c'est-à-dire d'exercer la terreur sur ceux qui mettent en question les lois sur cet espace. Alors que, mettons, je ne sais pas moi, un professeur de lycée, tout en étant un fonctionnaire de l'État, ne dispose pas de jus terrandi.
même les proviseurs n'ont pas de jus terrandi. Ils peuvent faire appel à la force publique, mais par eux-mêmes, ils n'ont pas le jus terrandi. Le jus terrandi, c'est donc le droit de faire régner la terreur ou d'exercer, de susciter la terreur chez ceux qui menacent le fonctionnement légal, de façon générale, l'ordre public, pour prendre une expression classique. Quand il parle donc de la terreur, les avocats ont cela en tête. Je parle des avocats révolutionnaires, des gens comme Robespierre, ont cela en tête et pensent, réfléchissent que il y a d'un côté la terreur illégaliste exercée par l'ennemi, qui vise à renverser les lois de la République, et de façon générale de renverser la Révolution. Contre cet ennemi, les magistrats, c'est-à-dire la puissance publique, la Convention, a le droit et le devoir d'exercer son jus terrandi. Et en réalité, celui qui exerce véritablement le jus terrandi, c'est le souverain, c'est-à-dire le peuple, dont la Convention n'est que la représentation. C'est en fait aux mains du peuple qu'appartient le jus terrandi suprême. C'est à la Convention, en tant que représentant du peuple, qu'appartient le jus terrandi en tant qu'il peut être mis en œuvre. Il y a donc d'emblée, si l'on prend cette voie d'interprétation, il y a donc d'emblée une sorte de jeu de retournement. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le jus terrandi légitime, qui est un jus, un droit, exercé par les révolutionnaires, et qui répond à ce qu'on pourrait appeler, non pas le jus terrandi, mais la vis terrandi, c'est-à-dire la force qui peut susciter la terreur et qui est exercée par l'ennemi. L'autre ligne d'interprétation, c'est évidemment, comme je l'ai évoqué au début de mon exposé, c'est la théorie des passions, la langue des passions. Et la source la plus évidente, c'est la théorie d'Aristote, des deux passions fondamentales que la tragédie met en œuvre, c'est la terreur et la pitié. Il y a très vraisemblablement une référence à cet usage parce que dans les discours des révolutionnaires, la pitié apparaît comme, pour reprendre le titre du romancier Stefan Zweig, une pitié dangereuse. C'est-à-dire que la pitié, c'est ce qui va ralentir la terreur. Et dans les discours des révolutionnaires, ceux qui réclament que l'application des lois organisant la terreur soit atténuée sont très souvent appelés les apitoyeurs. Apitoyer l'Assemblée sur les malheurs des victimes de la terreur, c'est considéré comme vouloir ralentir, atténuer la terreur. Il y a donc un couple, en vérité, entre la terreur et la pitié. Ce qui confirme bien, par un détour,
que la terreur dont il s'agit, ça n'est pas simplement la terreur au sens juridique du terme, donc quelque chose qui est la mise en œuvre d'un droit du souverain. Il y a aussi une passion de l'âme. Mettre la terreur à l'ordre du jour, c'est donc déclencher, en réponse à un processus qui ébranle l'âme des révolutionnaires ou du peuple, déclencher un processus qui ébranle l'âme de l'ennemi. Il y a un effet de retournement, ou même de miroir, où la passion que suscite l'ennemi dans l'âme des révolutionnaires va trouver son image renversée dans la passion qui porte le même nom, la terreur, que les révolutionnaires vont ébranler dans l'âme de l'ennemi. Pourquoi c'est une démarche politiquement très intrigante. Elle permet d'entrevoir déjà pourquoi on parle de terreur et non pas de peur. C'est que la passion dont il s'agit est une passion en quelque sorte élémentaire. La terreur est une passion élémentaire par rapport à la peur qui apparaît comme une passion composite parce que notamment la considération de l'avenir y intervient. Mais je reviendrai sur ce point. Pourquoi cette démarche singulière ? On part, à mon avis, d'une réflexion politique sur les massacres de septembre 1992 et l'idée que les massacres de septembre sont dus à la terreur que l'ennemi a suscitée dans la foule parisienne, mais que la foule parisienne n'a pas su y répondre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle s'est laissée saisir passivement par la terreur et elle s'est laissée saisir passivement dans la forme de la foule et elle a accompli passivement le massacre qui est le contraire d'un acte révolutionnaire, puisqu'un acte révolutionnaire suppose non pas la passion au sens passif du terme, mais une intervention active, et aurait supposé au départ que la saisie de la terreur provoquée par l'ennemi se fasse d'emblée sous l'angle de l'action et non pas sous l'angle de la passion ou tout au moins de la passivité. On remplace la passivité de la foule, la passivité du massacre, par des actions, des activités politiques, c'est-à-dire une décision de l'Assemblée, de la Convention, un tribunal, une accusation, une condamnation, une exécution. À chaque fois, vous avez une action dont les règles sont clairement définies et dont les acteurs sont parfaitement définis.
Il y a l'accusation, c'est l'accusateur public, la condamnation est prononcée par le juge, l'exécution est accomplie par un bourreau, et la dimension de la foule est réduite, en quelque sorte circonscrite, dans la position de spectateur, d'où ces représentations classiques, mais très importantes à décrypter, de la guillotine, entourée d'une foule qui regarde le bourreau brandir la tête de celui ou de celle qui vient d'être exécuté. En fait, vous avez tous les éléments constitutifs du déplacement radical qui s'opère entre les massacres de septembre et la terreur, c'est-à-dire que la foule est toujours là, mais précisément ramenée à sa position de passivité. Elle regarde, elle crie, elle identifie, puisqu'on lui montre la tête pour qu'elle reconnaisse et identifie, mais elle n'agit pas. Le bourreau, lui, agit parce qu'il est chargé de cette action. Et d'un certain point de vue, je ne voudrais pas entrer dans le style gore, mais la victime a été actrice du processus qui va conduire à sa disparition, à sa mort. Pas pour rien que Danton demande qu'on montre sa tête. Et c'est pas pour rien que certains condamnés veulent parler. Quelque chose de l'ordre de l'action doit être engagé. Donc la terreur est fondamentalement pensée comme une passion active. C'est contradictoire, si vous voulez, puisque passion implique la passivité, mais la terreur est pensée comme une passion active, alors que la peur est pensée comme une passion passive. La terreur, dans son déploiement historique, a pris des formes différentes. Et je distinguerai deux phases. C'est plus compliqué dans le détail, mais je distinguerai deux phases. Une première phase où il s'agit vraiment, fondamentalement, de prendre le contre-pied des massacres de septembre. Ce que je viens de décrire. Ça correspond à la première phase, et ça correspond aussi à la phase où sont à la barre, en quelque sorte, à la fois, au départ, les Girondins, Danton et Robespierre. Les Girondins sont eux-mêmes condamnés et exécutés. Ensuite resteront Danton et Robespierre. Danton sera exécuté et il restera Robespierre. Cette phase-là est donc une phase entièrement déterminée par ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le passage du caractère passif de la réponse à la terreur inspirée par l'ennemi, répandue par l'ennemi, au caractère actif de cette réponse. Et c'est cela, mettre la terreur à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, cela veut dire qu'au lieu que la terreur soit subie, elle est mise activement à l'ordre du jour. Du point de vue de l'organisation des pouvoirs, cela correspond à une période, on peut caractériser une période de double pouvoir, où vous avez d'un côté le pouvoir de la Commune insurrectionnelle de Paris, et de l'autre le pouvoir de l'Assemblée, c'est-à-dire de la Convention, et Robespierre jouant
un rôle intermédiaire, transaction. C'est à mon avis ça qui va conduire à la catastrophe. Enfin, c'est sa politique. Être auprès de la Commune de Paris le représentant du pouvoir législatif élu et être auprès du pouvoir législatif le représentant de la Commune insurrectionnelle de Paris, en ayant comme base d'appui pour jouer ce rôle d'intermédiaire le Club des Jacobins. D'où cette apparence d'oscillation dans ses propos, dans sa conduite. Tantôt il protège des prêtres réfractaires, tantôt il durcit les lois qui permettent d'arrêter les mêmes prêtres réfractaires. Tout cela correspond à cette position d'intermédiaire entre deux pouvoirs, l'un dont il récuse la légitimité, mais qui est un pouvoir de fait appuyé sur une couche sociale dont Robespierre ne se contente pas simplement de reconnaître la légitimité, mais dont en fait il se veut l'expression politique, à savoir les sans-culottes. Donc d'un côté, le pouvoir de fait que Robespierre ne juge pas légitime, mais qui est appuyé sur une couche qui, elle, est légitime, à savoir les sans-culottes, et de l'autre, le pouvoir législatif, représenté par la Convention. Vous avez donc cette politique de transaction qui s'accompagne de la volonté d'être le seul à pouvoir occuper cette position-là, ce qui va l'amener, par exemple, à lutter à mort, c'est le cas de le dire, contre Hébert, qui lui aussi ambitionne d'occuper cette position. Donc, tous les rivaux possibles pour occuper cette position vont être guillotinés. Ceux qui ne croient pas à une transaction seront guillotinés, et à la fin, lui-même sera guillotiné, parce qu'en vérité, c'est en tout cas ma position, il se trompait complètement sur la légitimité politique de ceux qu'on appelle les sans-culottes. Ça, c'est une erreur d'analyse politique profonde qu'il va payer de sa vie. Cette première phase va être suivie d'une deuxième phase où quelque chose se passe qui, et là c'est vraiment Robespierre qui perçoit la situation de cette manière-là. Il se passe quelque chose de très grave à ses yeux, je crois que sur ce point-là il ne se trompait pas, ce sont les massacres de Nantes et de Lyon. Et des documents qui montrent que le gouvernement anglais a une politique bien définie qui est de multiplier les actes de violence, enfin faire en sorte que les révolutionnaires multiplient les actes de violence de telle façon que la révolution soit de plus en plus impopulaire. Autrement dit, ce que découvre Robespierre, c'est l'étendue du nombre d'agents provocateurs. Il n'est pas le seul à le découvrir. Je veux dire, dans la position où il était, à savoir au comité de salut public, c'est lui qui en a pris la conscience la plus vive. Cela s'accompagne du doute qui le travaille concernant les massacres de Nantes et les massacres de Lyon. Et apparemment, sur les massacres de Lyon,
pas impossible qu'il ait eu raison, à savoir que ces massacres, commis sous la direction d'un représentant du comité de salut public, à Nantes c'était Carrier et à Lyon c'était Fouché, que ces massacres, en réalité, correspondent au travail d'agents provocateurs, soit directement impliqués, soit indirectement impliqués. Mais je répète, dans le cas de Fouché, il y a quelques indices qui donnent à penser qu'il a été effectivement approché par des agents anglais ayant l'arme des agents anglais, elle était très simple. Ce qu'on appelait la cavalerie de Saint-Georges, c'est-à-dire de la monnaie d'or. Et aussi simple que cela. Donc, le phénomène de la corruption et de la corruption par l'argent est une donnée qui commence à pointer de manière importante à cette période de la Révolution. Fouché y est, disons, on ne peut pas écarter la possibilité qu'il en ait été partie prenante, et cela va évidemment peser sur la conception que Robespierre a de quoi ? De la terreur telle que l'ennemi la répand. Parce que jusque-là, la terreur que l'ennemi répand, c'est une terreur, en quelque sorte, extérieure. Elle est portée par des armées extérieures, elle est portée par des contre-révolutionnaires identifiables comme contre-révolutionnaires, par leurs propos, par leur conduite, par la volonté d'émigrer, par exemple. La volonté d'émigrer prouve suffisamment que l'on est contre-révolutionnaire. Donc ce sont des actes qui permettent d'évaluer la terreur que l'ennemi répand. À partir de Nantes et de Lyon, la terreur devient quelque chose d'un peu différent, même de nettement différent. C'est une terreur qui ne se voit pas. Je veux dire par là que ces porteurs ne sont pas forcément distinguables des révolutionnaires authentiques. On entre dans un régime d'indistinction ou d'indistinguabilité entre les révolutionnaires et les agents provocateurs. C'est quelque chose qu'au XXe siècle, nous avons connu. Je veux dire, dans la révolution culturelle chinoise, la dimension des gardes noirs qui poussaient les gardes rouges à des excès pour précisément rendre la révolution culturelle plus sanguinaire qu'elle ne l'était et plus impopulaire encore qu'elle ne l'était. J'ai encore eu une discussion récente avec Alain Badiou, où je me rappelais la raison pour laquelle j'avais éprouvé, je peux dire, un effet de terreur en lisant des textes de la Révolution culturelle, où la survie était présentée comme une idéologie. L'idéologie de la survie, autrement dit tout simplement la volonté pour un sujet de survivre était présentée comme le premier anneau de la chaîne qui conduisait à la contre-révolution. Et j'avais rappelé ce passage et Mathieu me répond « Oui, il y a eu ça, c'est vrai, mais ça c'était dû à Lin Piao. » C'est-à-dire que c'était dû à ce qui, dans sa lecture, je ne dis pas qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, je ne tranche pas, mais ce qui était dû à cette version noire de la révolution culturelle. Et tout repose donc, c'est ce que je lui ai rappelé, sur le fait qu'au moment où les maoïstes français dont j'étais lisaient les textes de la révolution culturelle, ils n'avaient absolument pas le moyen
de distinguer entre des textes qui étaient des textes représentant la révolution culturelle authentique selon Badiou, ou les textes représentant la révolution culturelle inauthentique, entre guillemets, toujours selon Badiou. C'est ce moment d'indistinction dont je ne sais pas d'ailleurs s'il a eu lieu dans la révolution culturelle réellement, mais en tout cas, dont beaucoup pensent, indépendamment de Badiou, beaucoup pensent qu'il y a eu effectivement un moment d'indistinction où des adversaires de la révolution culturelle se sont présentés comme des extrémistes de la révolution culturelle. Et ont joué, par rapport aux gardes rouges authentiques, le rôle de gardes noirs, se réclamant des directives de Mao, etc. Sinon, on connaît l'histoire de la résistance française, on sait que l'on a des exemples comparables. L'histoire de la révolution soviétique est traversée de figures sur lesquelles le doute plane, et en tout cas Staline, évidemment, ce qu'on appelle la terreur stalinienne, repose sur l'indistinction entre le révolutionnaire et le contre-révolutionnaire, puisque Staline, c'est une anecdote que je rapporte souvent, qui est racontée par la femme de Boukharine, lorsque Boukharine commence à être accusée devant le comité central, Boukharine s'indigne et à la sortie, il va voir Staline, il l'appelle par son nom de clandestinité bolchevique qu'ils avaient partagé l'un et l'autre. Il s'appelait Koba, mais enfin, comment peux-tu prêter l'oreille à des propos de ce genre? Souviens-toi de ce que j'ai fait pour la Révolution. Et Staline lui répond, oui, mais si on va par là, personne n'a fait plus pour la Révolution que Trotsky. Et la conversation s'arrête là, mais évidemment, une sueur froide perle sur le front de Boukharine, parce que ce que ça veut dire, c'est que les actes que l'on a accomplis ne permettent pas de garantir si vous êtes révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Boukharine a pu accomplir les actes les plus courageux, les plus méritoires en faveur de la révolution soviétique. Cela ne suffit pas à garantir qu'il soit effectivement un révolutionnaire. Et la preuve, c'est que Trotsky, qui lui est très certainement, selon Staline, un contre-révolutionnaire, a fait beaucoup plus pour la révolution que Boukharine. Et vous trouvez cette même doctrine, qui est une doctrine terrifiante, au sens où elle fait régner la terreur, vous la trouvez dans la loi de Prairial de juin 1794, qui ouvre ce qu'on appelle maintenant, que l'historien appelle la Grande Terreur. Il y a donc à l'intérieur de la terreur, il y a une période qui s'appelle la Grande Terreur, et qui durera à peu près un mois, puisqu'elle commence avec la loi de Prairial, juin 1794, et la Grande Terreur va se terminer en juillet-août 1794. Donc là, il ne faut pas oublier qu'entre la terreur stalinienne et la terreur révolutionnaire, il y a une différence de temporalité extrêmement nette. Et la Grande Terreur robespierriste est une période qui s'étend sur un mois. Cette loi de Prairial, je vais en lire quelques attendus. Elle a été rédigée par deux auteurs, Robespierre et Couthon. Et Couthon dit ceci: « Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître. » Les reconnaître, c'est ça la question. Parce que les reconnaître est devenu très difficile.
il s'agit moins de les punir que de les anéantir. Il n'est pas question de donner quelques exemples, ce n'est pas le caractère exemplaire de la peine qui est important, il ne s'agit pas question de donner quelques exemples, mais d'exterminer les implacables satellites de la tyrannie. Vous voyez que là, dans une logique tout à fait autre que dans la première phase, où dans la première phase de la terreur, reconnaître les ennemis n'est pas difficile. On juge d'après les actes. Et une fois qu'on les a reconnus, il n'y a pas, forcément, il ne faut pas que ça dure indéfiniment, mais il n'y a pas une urgence mortelle à ce qu'il soit exécuté d'emblée. Là, il faut que ce soit fait tout de suite. L'exécution doit être suivre pratiquement le moment de la reconnaissance. Parce qu'en vérité, c'est la reconnaissance qui est la tâche fondamentale. Ce n'est pas le châtiment. Le châtiment, en réalité, n'est plus le terme fondamental. Ça n'est plus la logique de la loi, puisque le châtiment est considéré comme devant avoir des vertus d'exemple. Au départ, la terreur doit répandre, la terreur révolutionnaire doit répandre la terreur sur les contre-révolutionnaires. Faire des exemples. Là, c'est plus du tout la question. Il ne s'agit pas de faire des exemples, il s'agit d'anéantir. Donc tous les ennemis un par un. Et si on cherche la définition des ennemis du peuple, des ennemis de la patrie, on trouve les critères suivants: inspirer le découragement, dépraver les mœurs, altérer la pureté et l'énergie des principes révolutionnaires. Je voudrais attirer votre attention sur ces critères. Ils sont très intéressants parce que ce sont des critères qui ne prennent pas en compte des intentions, mais le résultat. Autrement dit, quelle que soit votre intention, si on peut considérer que ce que vous avez fait ou dit peut être légitime, enfin vraisemblablement considéré comme inspirant le découragement, ou comme dépravant les mœurs, ou comme altérant la pureté et l'énergie des principes révolutionnaires, quelle que soit l'intention, vous êtes reconnu comme ennemi de la patrie. On est là donc très exactement dans cette deuxième phase, dans un déplacement de la notion d'ennemi. Dans la première phase, il s'agissait des intentions, évidemment prouvées par des actes du type vouloir émigrer, par exemple. L'acte de l'émigration suffisait à prouver votre intention d'émigration. Mais là, dans cette deuxième phase, on est dans une logique tout à fait autre, où l'intention n'a plus aucune importance. C'est, si je veux dire, il n'y a que le résultat qui compte. Et cela, c'est parce que on est dans une phase où la terreur que provoque l'ennemi n'est plus une terreur liée à des actes reconnaissables comme des actes d'ennemis, mais ça peut être aussi des actes qui ressemblent à s'y méprendre à des actes amis de la Révolution. Donc, il faut des critères autres que l'intention, parce que l'intention est impénétrable. C'est donc le résultat. Et si c'est le plus grand révolutionnaire qui tient un propos propre à inspirer le découragement, il est ennemi de la patrie.
je dirais que on assiste à une phase de l'histoire de la Révolution qui est caractérisée par les traits suivants. Premièrement, la politique et la direction de conscience continuée par d'autres moyens. Et la conscience est pensée dans une relation de miroir. Autrement dit, c'est dans la conscience que se situe la terreur, et la terreur que l'ennemi suscite doit être retournée dans le miroir, dans la terreur que l'on suscite chez l'ennemi. Troisièmement, la terreur est objective. C'est un point à mes yeux très important. Il ne s'agit pas, c'est là la différence fondamentale avec la peur. La peur est subjective et elle pose la question du courage. La terreur n'a rien à voir avec le courage. Le peuple français, dans la logique de la période de la terreur, le peuple français n'est pas lâche parce qu'il éprouve de la terreur suscitée par l'ennemi. Ça n'a rien à voir avec sa lâcheté ou son courage, c'est parce que les actes de l'ennemi sont objectivement plongés dans l'élément de la terreur. On ne peut pas séparer l'acte lui-même, l'acte de l'ennemi lui-même, et sa prise de conscience sous la forme de la passion de l'âme que représente la terreur. C'est en quelque sorte, cela co-appartient à l'acte lui-même. C'est le sceau objectif que l'acte de l'ennemi imprime sur l'âme de celui qui éprouve la terreur. La peur est subjective, la terreur ne l'est pas. La terreur est au présent, c'est-à-dire qu'elle est la marque dans le présent, l'impression, mais au sens où un timbre sec fait une impression sur le papier en creux. La terreur est l'impression que dans l'instant, l'acte produit sur l'âme de celui qui est terrorisé. Alors que la peur, la citation de Lévinas le soulignait de façon importante, c'est d'ailleurs, à mon avis, un commentaire de Spinoza, c'est-à-dire la peur est liée à ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. On a peur de la mort. Mais la terreur, c'est autre chose. Si j'ose dire, la terreur de la mort, ce serait la mort qui imprime dans l'instant de la mort sa marque sur l'âme. C'est cette terreur objective qui est dans le présent qui, à mon avis, est au cœur de la préoccupation des révolutionnaires à ce moment-là. Il ne s'agit pas, je le répète, vous pouvez dire les choses autrement, il n'y a aucune contradiction à d'un côté faire l'éloge constant des vertus, du courage du peuple français, et de l'autre, prendre en compte la terreur que l'ennemi exerce ou répand sur le peuple. De la même manière, il faut que la réponse que la Révolution oppose aux contre-révolutionnaires soit une réponse qui suscite objectivement, dans l'instant présent,
la terreur qui doit être la conséquence immédiate, l'impression immédiate, objective de l'acte objectif. Et du reste, il est tout à fait frappant que la politique de la terreur n'ait pas du tout été une politique de la propagande. Il y en a eu de la propagande, c'est pas la question. Il y a eu de la propagande anglaise, il y a eu de la propagande révolutionnaire, je veux dire, il y a eu des textes qui se sont, des tracts, tout ça, ça existait. Mais c'est indépendant de la question de la terreur. La terreur ne s'accompagne, si vous voulez, vous n'avez pas de manifeste de Brunswick. Le manifeste de Brunswick, c'est un texte que les contre-révolutionnaires, sous le couvert du duc de Brunswick, qui apparemment n'était pour rien, enfin peu importe, on les fait distribuer à Paris, qui est un texte destiné à inspirer la peur aux Parisiens sur le thème « Si vous ne traitez pas le roi et la reine correctement, on se demandera sur les rives de la Seine où la ville de Paris a existé. » Donc, une menace de destruction complète de la ville de Paris. Ça concerne le futur, l'avenir. Et c'est une menace. Ça ne correspond pas à un acte qui s'accomplisse. D'ailleurs, ne le sera pas. Et ça aura des conséquences d'ailleurs inverses de ce qui était prévu, peu importe. Tandis que la politique de la terreur résonne non pas en termes de discours, mais en termes d'action, et en termes d'action qui, dans l'instant, doivent imprimer la terreur dans l'âme du contre-révolutionnaire, de l'ennemi contre-révolutionnaire, si on inclut les ennemis, les armées ennemies, bien entendu. Je dirais, à certains égards, que la terreur, en termes modernes, si vous voulez, est une passion non psychologique, alors que la peur est une passion psychologique. Quand je dis donc que la politique devient la direction de conscience continuée par d'autres moyens, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas, cette direction de conscience, dans cette direction de conscience, il ne s'agit pas de psychologie. Il s'agit d'actes objectifs qui impriment sur l'âme la marque de leur propre objectivité. On voit les risques. On voit les risques d'une terreur qui dit son nom, le risque du retournement perpétuel, puisque la terreur de l'ennemi se retourne en terreur que l'on suscite chez l'ennemi, qui va à son tour se retourner en terreur suscitée chez les révolutionnaires dans un mouvement de retournement perpétuel. Du coup, le caractère illimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe interne d'arrêt à la terreur. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que Robespierre, à partir d'un certain moment, cherche à sortir de la terreur et ne trouve pas de principe d'arrêt interne. Il va essayer d'en trouver un, et finalement ça va se tourner contre lui. C'est-à-dire que ce que lui voulait faire, obtenir la fin de la terreur en guillotinant, en faisant guillotiner ses adversaires, ce sont ses adversaires qui le feront en le faisant guillotiner lui. Et en sortant de la terreur par la mise à mort de Robespierre. Mais Robespierre, lui, voulait sortir de la terreur en mettant à mort Carrier et quelques autres. Simplement, il n'a pas voulu les nommer pour des raisons sur lesquelles j'ai formé des hypothèses. Et ne les nommant pas, il n'a pas pu faire l'union contre eux, c'est-à-dire il avait devant lui une assemblée qui était composée pour majorité de gens qui vivaient non pas dans la terreur, mais qui vivaient dans la peur.
la peur du lendemain, la peur d'être guillotiné. Et ce que proposait Robespierre, c'était en gros une alliance entre lui et ceux qui avaient peur de lui. Et finalement, l'alliance s'est faite entre ceux qui avaient peur de lui et ceux que lui voulait abattre, qui étaient, en termes simples, pour beaucoup, des agents provocateurs. Il semble bien que celui qui a été le tournant de l'affaire ait été Cambacérès. C'est lui qui a eu en main la tâche de choisir. Est-ce que ce sera Robespierre? Est-ce que ce sera Fouché? Et Fouché est venu le voir, il lui a expliqué, voilà, si Robespierre tombe, vous n'avez rien à craindre de gens comme moi, la guillotine cessera de fonctionner, votre vie sera sauvée, etc. Enfin, bon. Et on a déjà les bases de ce qui va faire l'alliance qui va donner la noblesse d'empire, Cambacérès et Fouché, et qui vont se retrouver après dans la continuité de l'histoire de la grande bourgeoisie française. Mais ceci n'est pas mon problème. Je dirais que autour de la terreur et du fait de nommer la terreur comme principe de décision, la nature de la politique est mise en cause. Est-ce que la politique doit se préoccuper des passions par la direction de conscience, comme je disais? Est-ce qu'elle doit raisonner en termes de passions objectives qui sont simplement la conséquence immédiate de la décision prise? Et est-ce qu'elle peut et doit, en quelque sorte, mettre en suspens toutes les questions liées à l'espérance sur l'avenir ou la crainte concernant l'avenir? Robespierre est quelqu'un qui ne pensait qu'au présent de la Révolution. Et il l'a payé par son échec. Je vous remercie. Il y a une notion que vous n'avez pas utilisée, c'est celle de dictature. Quel est le rapport entre terreur et dictature, en particulier la dictature du prolétariat? Dans le cas de la période que j'ai pris comme référence, la notion de dictature me paraît très difficile à utiliser. Très difficile à utiliser. Robespierre a effectivement eu la primauté pendant une période, mais le comité des salut public était composé de 12 membres. Et il ne suivait pas Robespierre les yeux fermés, loin de là. Donc, si l'on considère, si l'on articule comme on fait spontanément articule les pouvoirs d'un seul, on n'a jamais cela. Ce sont des représentations ultérieures. Si vous lisez par exemple le roman de Vigny, que on ne lit pas généralement, qui s'appelle Les Diables Bleus, il y a un portrait de Robespierre où Robespierre est présenté comme un roi. Un roi
qui ne veut pas se reconnaître comme tel, mais je pense que ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses ont fonctionné. Donc, si on entend par dictature le pouvoir d'un seul, même pour une période déterminée dans le temps, comme c'était le cas de la dictature romaine, où une personne exerce tous les pouvoirs pour 6 mois, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, question du lien entre la dictature et la terreur. Bon, la Révolution prouve qu'il peut y avoir terreur sans dictature. Et il doit y avoir des dictatures sans terreur. Enfin, je n'en sais rien, à vrai dire, je n'ai pas cherché. Quand vous dites que ça se répond en miroir, la terreur qu'exerce l'ennemi et celle qu'il faut développer pour lui résister, c'est exactement la même dialectique qui sous-tend l'idée de la dictature du prolétariat. Oui, oui. Il y a là déjà peut-être un peu de terreur au cœur de cette idée, puisqu'on est dans une logique de la guerre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Si on prend dictature du prolétariat, autrement dit, si on prend l'expression dictature du prolétariat, évidemment, ma réponse, où j'évoquais l'emploi usuel de dictature, pouvoir d'un seul, n'est pas pertinente. Sauf que personne ne sait vraiment ce que peut être une dictature du prolétariat. Je sais bien que la réponse, c'était la commune, c'est la dictature du prolétariat. Oui, enfin, je veux bien. Enfin, je n'ai pas vraiment de réponse à vous présenter dans la mesure où je ne sais pas ce que c'est. Ce que dit Marx de la commune, c'est justement s'ils ont échoué, c'est qu'ils n'ont pas exercé la dictature en armes, ils ont sous-estimé la dictature en face, qui devait être brisée. Oui, ils devaient briser la machine d'État, l'appareil d'État, la machine du pouvoir. Oui. Et il y a une question derrière ça, c'est comme dit Carl Schmitt, il faut savoir distinguer l'ami de l'ennemi. Et donc, à partir du moment où on entre dans cette logique de terreur qui va se développer dans le régime totalitaire au nom du communisme, on est dans le flou, si le terme convient, de la désignation de l'ennemi. Parce que la ligne ou la limite se déplace sans cesse. Oui, c'est bien pour ça que je cite cette phrase, enfin, cette anecdote sur Staline et Boukharine. Parce que ce que Staline dit en vérité, c'est que la ligne entre amis et ennemis de la révolution, elle ne se fonde pas sur les actes. Alors sur quoi se fonde-t-elle ? Évidemment, elle se fonde sur la certitude d'un seul, en l'occurrence. Est ami de la Révolution celui que Staline dit être ami de la Révolution. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre. Alors vous avez de temps en temps, dans le fonctionnement de Robespierre, il y a des périodes courtes de quelques mois, quand on dit quelques mois, c'est plutôt quelques semaines, où il est dans la position, semble-t-il, de pouvoir exonérer quelqu'un. Par exemple, il a exonéré Marat, qui avait été mis en accusation. Ça lui donnerait donc la possibilité de déterminer qui est ami et qui est ennemi de la Révolution. Mais c'est très bref dans la vie de Robespierre. Mais vous avez raison, la distinction ami-ennemi est une distinction cruciale. Et dans la dictature, à la fin des fins, qui distingue l'ami de l'ennemi ? Oui. Berry disait que le grand enjeu de maintenant, c'est
réhumaniser l'humanité. Donc, on nous a raconté de Robespierre, il y a de l'arbitraire, il y a de la violence, il y a de la folie, enfin, d'une certaine façon, à l'isolement. Il y a une sorte de déshumanisation. Est-ce que... Oui, ça dépend de ce qu'on appelle l'humanité. Moi, j'aurais tendance à penser que la folie en fait partie. Donc, c'est le terme réaliser l'humanité qui est un terme qui pour moi, je ne dis pas qu'il le soit nécessairement, qui pour moi pas clair, dans la mesure où, je le répète, la folie fait partie de l'humanité, la cruauté aussi. Donc, il faudrait débarrasser l'humanité, une définition de l'humanité qui soit débarrassée de tout cela. Donc ça revient en fait, à mon avis, à dire qu'il faut se débarrasser de la cruauté, de la folie, ce sur quoi on peut être, le cas échéant, d'accord, mais qui, à mon avis, n'est pas un programme, c'est un idéal, mais ce n'est pas un programme. Juste un supplément d'explication. Si j'ai bien compris, vous avez distingué entre la terreur et la peur. La peur est passive. Disons, je le dis autrement, mais la terreur est réactive. Action, réaction. Je dis, la terreur serait réactive, la peur serait simplement passive. Et ce serait donc marqué cette distinction. Alors, comment on passe de là à l'exercice de la terreur comme justement anéantissement de toute réaction? Comment l'exercice de la terreur, alors que la terreur subit cette fois en tout cas, c'est une réaction, comment l'exercice de la terreur aboutit à est censé aboutir à l'anéantissement de toute réaction, notamment toute réaction au sens réactionnaire. Ça, c'est effectivement toute la question, ça repose la question que j'évoquais précédemment, à savoir ce caractère, enfin, cette énigme qui va se poser à Robespierre lui-même, qui est est-ce qu'on peut continuer comme ça, enfin, ou est-ce qu'il faut en sortir? Je pense qu'il n'y a pas de principe interne, parce que, ou bien, comme vous le dites, on aboutit à un anéantissement général de tout ennemi possible, et la question se pose, c'est de savoir, est-ce que ça a même un sens? Ou bien on constate qu'il y a toujours un ennemi possible, et on se heurte au caractère illimité. Le pire, c'est qu'on le suscite. Voilà. C'est ça. Donc, mais je pense que... C'est ça son échec. Oui, je pense que son échec, c'est d'abord, effectivement, de ne pas avoir réussi la manœuvre qu'il avait en tête, mais son échec plus profond, c'est celui qui est son incapacité à déterminer un principe d'arrêt interne à la terreur, puisqu'il y avait un principe d'arrêt qui était externe, qui était la terreur s'arrête quand la paix revient. Mais ça, c'est un principe d'arrêt externe. Le problème, c'est de trouver, à un moment donné, c'est de trouver un principe d'arrêt interne. Parce que ce devant quoi il se trouvait, c'est qu'effectivement, on peut le dire comme vous le dites, c'est que la terreur suscite à chaque fois un nouvel ennemi. On est comme dans un... Oui, il paraît que c'est comme ça dans le désert, quand on se promène dans le désert, on a chaque fois un horizon qui vous appelle à aller plus loin, et
quelque chose de cet ordre. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que la terreur est un événement politique majeur, enfin de grande importance, qui porte appelons ça un enseignement positif, qui n'est pas faire l'objet simplement d'un rejet. Mais par ailleurs, c'est un échec total. C'est un échec total parce que aucun de ceux qui l'ont mis en œuvre n'y ont survécu. Sauf les malins comme Fouché, qui ont survécu par la corruption, en se laissant corrompre eux-mêmes. Je n'en sais rien, je n'ai pas pénétré l'âme de Fouché, mais il est possible qu'il n'ait pas été corrompu dès le départ, que ce soit comme ça un cynisme qui lui soit venu à éprouver que on ne pouvait rien tirer de stable, de cette grande politique, je répète, une grande politique, qui est la terreur. Si je puis me permettre juste un mot, la question de votre livre, finalement, c'est comment peut-on terminer une révolution? Oui. Il faut la terminer, mais il n'y a pas de réponse. Enfin, non, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Pour Robespierre, toute sa culture le conduisait à considérer qu'une révolution, ça doit se terminer. C'est fait pour être terminé. Voilà, ça c'est clair. Mais il ne sait pas comment. Et à partir d'un certain moment, il se heurte au fait que la terreur a rendu la chose encore plus impossible, ou en tout cas plus impossible qu'avant. Par opposition, évidemment, à ceux qui pensent qu'une révolution ne peut jamais se terminer. La révolution est illimitée, indéfinie, permanente. Vous avez une thématique qui apparaît dès le XIXe siècle, dès Marx. Et on comprend très bien pourquoi. C'est que c'est, d'un certain point de vue, pour la pensée, beaucoup plus facile de penser que la révolution produit par elle-même de quoi alimenter sa perpétuation. Dernière question. Juste question moins politique, mais vous avez décrit un objet de pensée très singulier en parlant d'une terreur non psychologique. Vous en avez décrit, vous en avez produit une métaphore à travers l'impression de l'ombre, mais sur quel substrat cette terreur non psychologique se vit-elle, s'éprouve-t-elle? Est-ce que cet objet de pensée que vous définissez là était un objet de pensée pour les rédacteurs du texte qui a donné lieu à la Grande Terreur? Je pense qu'il ne pensait pas du tout en termes psychologiques. Il pensait pas du tout. Il pensait en termes il pouvait penser éventuellement en termes de passion de l'âme, mais c'est pas tout à fait la même chose. La psychologie est quelque chose qui s'est développé. Si vous lisez le traité des passions de Descartes, par exemple, c'est pas de la psychologie. C'est quelque chose où vous avez des phénomènes, enfin des phénomènes de l'âme, des phénomènes du corps qui s'articulent les uns aux autres. Donc je pense que moi je ne peux pas faire comme si la psychologie n'existait pas, mais pour quelqu'un du XVIIIe siècle, c'est très simple, parce que la psychologie n'existe pas. Les passions, les sentiments, ce n'est pas de la psychologie. C'est quelque chose où à la fois intervient l'âme, le corps, les larmes, par exemple. C'est très... La psychologie, un des éléments
pour moi, caractérise la psychologie, c'est précisément de considérer que le phénomène des larmes, ça ne la concerne pas. Pour quelqu'un qui réfléchit aux passions au XVIIIe siècle, les larmes, ça le concerne. Le tremblement du corps, des phénomènes de ce genre. C'est tout à fait... nous sommes dans un autre univers. Donc je ne pense pas qu'il y avait de problème pour eux de ce point de vue-là. Et je pense, mais bon, c'est pas l'occasion, c'est pas le moment ici, mais je pense qu'il y aurait à chercher du côté de la théorie kantienne du respect. Le respect est une passion non psychologique. Et je dirais que la terreur serait du même ordre. Et je ne suis pas sûr que Kant aurait... il aurait dit, bien entendu, c'est pas le respect devant la loi. Mais je pense qu'il aurait pu admettre l'idée que la terreur soit une passion non psychologique.